Au Mali, dans le Sahel, 3000 soldats français sont toujours sur le terrain. De toute la zone d'opération de la force Barkhane, le nord du pays reste le secteur le plus dangereux. Mardi 12 avril, ce sont 3 militaires qui ont été frappés. Leur véhicule a été touché par l'explosion d'une mine. Les mines qui constituent aujourd'hui le principal danger auquel sont confrontés les militaires français sur place. En quoi le djihadisme reste-t-il là-bas une menace après 3 ans d'intervention française? Un reportage de Dorothée Oliéric et David Dameda. Il faut faire vite pour mettre la main sur les terroristes. Si les informations des militaires sont bonnes, un groupe armé se cache ici, dans ce village, au milieu de la population. Les accès sont bouclés. Les soldats sur le qui-vive à cause du risque d'embuscade. Ils repèrent et stoppent un véhicule suspect, un pick-up comme ceux qu'utilisent les djihadistes. 15. Le sergent appelle des renforts. L'homme interrogé se dit proche d'un ancien groupe rebelle. Tu lui dis que c'est bizarre parce que ici c'est une zone de non-droit du MNLA. Du coup, ici c'est une zone Moudjaou, c'est pas une zone MNLA. Donc ça veut dire que tu viens sans armes dans la zone de ton ennemi? Les militaires se montrent extrêmement méfiants. Parmi ces hommes, peut-être un terroriste ou un villageois qui soutient les groupes armés. Les Français vont fouiller le véhicule. Des armes peuvent être cachées sous le plancher du pick-up. Allez, lève-toi. Allez. Vous cherchez un double fond? Comment? Vous cherchez un double fond? C'est ça. Pas facile avec les chèvres. Ouais, c'est pas facile. Allez, va-t'en. Un soldat lève la main pour ordonner à cet individu de s'arrêter. Vous voulez quoi ici? Vous êtes venu faire quoi ici? L'homme se prétend berger. Il explique qu'il souhaite juste traverser le village. Tout ce qui rentre et qui sort de la ville, on doit les contrôler pour qu'ils n'amènent rien d'explosif ou d'armement à l'intérieur. Excusez-moi. Il va repartir libre, mais son identité a tout de même été relevée. Sous un soleil de plomb, les militaires commencent une patrouille. Il faut occuper le terrain, être vu, intimider les habitants. Chaque maison sera fouillée. On les traquera jusqu'au bout. On est là pour ça. Hein. Et en faisant ça, vous avez l'impression de défendre la France? Ah, bien sûr, hein. Bien sûr. De quelle façon? Bah, tant qu'on est chez eux, ils viennent pas chez nous. Ce jour-là, les Français ne vont pas trouver les djihadistes recherchés. Ils se sont sans doute enfuis avant leur arrivée. La traque se poursuit dans le désert malien. Pour ne pas être repérés de loin, les hélicoptères volent au ras du sol pour éviter des tirs de roquettes. À bord, 5 personnes dont un mitrailleur et un membre des commandos. Sur le terrain, les Français opèrent désormais en étroite collaboration avec les forces maliennes. Les Français ont l'expérience de la lutte antiterroriste, les moyens et la méthode. Les Maliens, eux, ont la parfaite connaissance du désert, mais aussi celle des coutumes et des clans. C'est à bord de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes que les combattants maliens se mêlent aux blindés français. Ils vont répéter ensemble l'attaque du lendemain. Là, tout là, c'est un terrain qui monte jusqu'à la frontière. Voilà. Avec de simples pièces en carton représentant les À blindés. 3 h du matin, 10 qui est là commence sa progression et s'infiltre le long de l'Oued. D'accord? Oui. Et ça, c'est une petite piste qui mène à la grosse piste. Sur ce type d'opération, les FAMA, les forces armées maliennes, sont en première ligne. L'objectif, c'est bien de les harceler. Et donc, mon effet majeur, ce que je souhaitais absolument faire, c'est que je ne veux pas qu'ils franchissent la frontière. Parce qu'à partir du moment où ils franchissent la frontière, pour moi, j'ai plus les FAMA avec moi. Et puis, ils sont très mobiles. C'est en morse que communiquent les militaires maliens avec leur base. Sur le terrain, pas d'ordinateur. Pour surprendre l'ennemi, l'opération commence en pleine nuit. Les groupes armés ne cherchent plus l'affrontement. Les Français doivent les rechercher jusque dans leurs planques.
Nous sommes à Kidal, l'ancien sanctuaire des djihadistes. Les Français patrouillent en véhicule blindé. Il y a quelques heures à peine, une mine a explosé avant notre passage. Creusant, ce cratère de 3 mètres de diamètre, exactement à l'endroit où devait passer notre convoi. C'est très clairement pour eux le mode d'action le plus simple et en tout cas, oui, d'abord lâche et puis ensuite le seul qui véritablement leur permet éventuellement d'atteindre la force. Équipés de leurs fusils d'assaut, les militaires s'enfoncent dans les ruelles, prêts à la riposte en cas d'agression. Mais ils veulent aussi rassurer la population civile. Ces 2 dernières années, AQMI a revendiqué plus de 150 attaques au Mali. Mais aujourd'hui, sous la pression des forces françaises, beaucoup de djihadistes sont partis vers une nouvelle base arrière, la Libye. Les chiffres ne sont pas communiqués car ils touchent à la sécurité nationale et pourtant, il serait environ 2000 jeunes Français à être déjà partis faire le djihad en Syrie et en Irak, attirés par la propagande sur Internet ou par le discours des recruteurs islamistes. À Nîmes, dans le sud de la France, une 50aine de jeunes auraient rejoint le groupe État islamique en 2 ans et 6 d'entre eux seraient morts dans les combats. Les familles ignorent souvent les projets de ces Nîmois qui partent combattre pour l'État islamique. Témoignage de 2 mères dont les 2 fils sont partis faire le djihad en Syrie. On les appelle quartiers prioritaires. 25 000 habitants vivent dans les 4 cités de Nîmes. Ce n'est pas une ville dans la ville, mais une ville en dehors, loin du centre. Les bonnes volontés n'y manquent pas. Des associations qui veulent donner un avenir aux enfants, comme celle d'Amina Segeg. Ici, c'est du soutien scolaire, avec des règles, comme à l'école. Les filles, elles se dévoilent pour après accéder dans les salles pour faire leur soutien. Et en repartant, elles remettent leur voile et... Ce sont les parents eux-mêmes qui ont demandé ce règlement. Ils pensaient ainsi lutter contre la radicalisation de certains jeunes. Qu'est-ce que vous faites? Pourtant, 2 sœurs sont parties en Syrie fin 2014. Des élèves sérieuses de 16 et 17 ans que tous connaissaient bien. Pendant 6 ans, elles étudiaient ici. On a essayé d'appliquer les règles de la laïcité, les règles de la loi, de l'école, mais quand même on n'a pas réussi à les retenir. Ça n'a pas suffi à les retenir. Et aujourd'hui, on se sent démunis. Qu'est-ce qu'on fait? On a aujourd'hui peur pour tout cela. Ces jeunes-là sont-ils des victimes potentielles? Eux se sentent loin de l'endoctrinement. Une personne, par exemple, qui vit avec moi et d'un coup part en Syrie, pour moi, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je pense qu'il a été comme un lavage de cerveau, quoi. Mais ils ont rencontré des mauvaises personnes. En 2 ans, plus d'une 50aine de jeunes auraient quitté Nîmes pour rejoindre Daesh. Au moins 6 seraient morts. Difficile d'obtenir les chiffres exacts car ils touchent à la sécurité nationale. Et puis les familles parlent peu ou pas du tout. Trop de honte, de culpabilité, de peur. Nous avons pu rencontrer Myriam et Ouda, 2 mamans dont les fils sont partis. 1 mois avant qu'il parte, il est un peu bizarre. Elle n'arrête pas de prier. J'ai vu qu'il a changé et voilà. Pas de télé, pas de discussions comme avant, on ne mangeait plus ensemble. Tout ça a changé, il s'enfermait dans sa chambre. Il n'allait presque plus à l'école. Un jour, il m'a demandé, maman, habille-toi. J'ai dit, pourquoi je suis bien habillée? Non, il m'a dit pas comme ça, maman. Comment alors? Il veut faire que je fasse le foulard, le machin. Issam et Michael sont partis à 21 et 16 ans. En Syrie, ils ont appris les armes. Ils ont donné quelques nouvelles, mais leurs échanges sont contrôlés par Daesh. Et s'ils commencent à douter, ils sont envoyés sur les fronts les plus dangereux. C'est peut-être comme ça qu'Issam est mort. Michael, lui, est toujours là-bas. Et leurs mamans témoignent aujourd'hui pour que d'autres parents soient conscients que des recruteurs menacent leurs enfants dans la cité. C'est des gens qui fréquentent la mosquée, qui sont plus âgés
qui ont le 35 ans, le 30 ans, 40 ans. C'est des mafias, et ben, c'est un commerce. C'est un commerce Elle renvoie de jeunes des humains. jeunes. Oui, les jeunes, oui, ils sont Voilà. payés pour ça. Oui, c'est pas gratuit qu'ils le font. Les recruteurs sont payés Bah oui, pour trouver des jeunes. Bah oui, hein. Il y en a qui sont d'ici, il y en a qui sont d'ailleurs, et qu'on voit le matricule de voitures qui est dans le nord de la France, dans le sud de la France, mais des belles voitures. On vit avec ces gens-là. Ils nous connaissent, ils connaissent nos enfants qui ne sont pas là. Et vous craignez pour votre sécurité? Oui, on a des enfants aussi. Ils leur disent pas peut-être vous partez à la mort. Vous voyez où vivent les gens là? C'est des ghettos. L'apartheid dont parle le Premier ministre, social, humain, voilà. Dans ces quartiers de Nîmes, le taux de chômage moyen est de 45%. Il y a un état d'exclusion, il n'y a pas de travail. Et puis même lorsque des jeunes qui ne sont pas du tout pratiquants, lorsqu'ils vont même dans une boîte de nuit, on ne les laisse pas rentrer parce qu'ils ont les cheveux crépus. Tout ça, ça facilite aux recruteurs un discours, leur dire comment, voyez, comment vous êtes traités dans ce pays-là, on ne vous respecte pas, on vous autorise à rien faire. L'islamisme radical reste extrêmement minoritaire. Mais pour que la parole se libère, ces jeunes embrigadés devraient être considérés aussi comme des victimes. C'est le combat des associations de quartier. Leur cri d'alarme, depuis un an, commence enfin à être entendu. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.